Merci Madame Guigaz. Bonjour tout le monde. Je commencerai mon exposé par une petite anecdote caricaturale. En 1996, lorsque j'étais jeune médecin, j'avais eu à m'occuper de la gestion de situations d'épidémie, notamment le choléra dans mon pays, le Mali, à Bamako précisément. Une année après, je me suis retrouvé à Anvers pour faire un diplôme de médecine tropicale et ensuite être embauché par une organisation caritative française et être déployé à Mogadiscio, précisément à Mogadiscio Sud, en Somalie. Lorsque je suis arrivé à Mogadiscio, mon objectif, c'était de m'impliquer dans la gestion coordonnée, la réponse à une épidémie de choléra. Le choléra, je l'avais fait au Mali. Je me suis retrouvé une année après à Mogadiscio pour faire la même chose. Pour moi, médecin, c'était qu'une continuité, quelque chose qui était tout à fait normal. Je ne me posais pas beaucoup de questions. On me demande de soigner. J'ai prêté serment pour ça. Que je le fasse au Mali ou à Mogadiscio, ça lui paraît au même. Sauf que tout était différent. À commencer par le problème lui-même. C'était certes du choléra, mais la magnitude des problèmes n'était pas les mêmes. Au Mali, j'avais géré de petites épidémies de choléra de quelques dizaines de personnes. À Mogadiscio, je me trouvais avec des centaines de personnes dans des camps de gestion de choléra. Ce n'était pas des problèmes identiques, c'était toujours du choléra. Deuxième différence, c'était la nature des sujets sur lesquels le problème intervenait. À Bamako, c'était du choléra sur des personnes tout à fait normales qui vendaient au marché, qui sont tombées malades. À Mogadiscio, c'était des enfants souvent mal nourris, des personnes complètement vulnérables, donc la matière n'était pas la même. Une autre différence, c'était que la réponse au niveau de Mogadiscio, l'État était complètement absent parce que le pays était complètement déstructuré, le pays n'existait pas. Le ministère de la Santé n'existait pas. À Bamako, dans la gestion de cette épidémie, c'était uniquement le ministère de la Santé qui avait un centre de gestion où l'on travaillait et on a réussi à gérer la situation. Les acteurs à Mogadiscio, c'était que des ONG internationales pour la plupart, alors que à Bamako, cela n'existait pas. Alors, une autre différence, lorsque je me suis retrouvé à Mogadiscio, c'était l'appellation qu'on faisait de moi. Lorsque les gens me demandaient qu'est-ce que je faisais, je suis médecin. Ah non, mais vous êtes humanitaire. Bon, j'ai fini par me faire à l'idée d'être appelé humanitaire. Alors qu'à Bamako, j'étais médecin dans le développement. Donc, tout simplement pour vous dire que selon l'endroit où vous vous trouverez, l'action que vous allez poser peut être qualifiée d'humanitaire ou d'action de développement. Vous êtes à Mogadiscio, vous faites un puits, vous forez un puits dans un camp de déplacés ou à Dadaab, à Nairobi, que vous fassiez la même action dans une communauté ailleurs, ça peut être du développement ou de l'humanitaire. Vous construisez une école dans un camp, c'est de l'humanitaire. Vous vous retrouvez dans une communauté autre, vous construisez la même école, c'est du développement. C'est juste pour caricaturiser mon introduction. Voilà. Madame le modérateur, chers panélistes, mesdames et messieurs les participants en vos rangs, grades, titres et qualités, à travers ma participation, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies s'est réjoui d'être associé à cet important forum d'un partenaire tout aussi important qu'est le Fonds de la Croix-Rouge française. Avoir le privilège d'introduire le sujet de cet après-midi est une agréable responsabilité dont je m'acquitte plaisamment à travers cet exposé qui tentera d'apporter une réponse aux trois interrogations suivantes. L'action humanitaire, de quoi parlons-nous? De qui parlons-nous? Et de quoi parlerons-nous? De quoi parlons-nous? Depuis l'avènement de l'homme moderne et de l'organisation de la vie sociétale, les fléaux et les crises ont toujours jalonné notre existence. Des phénomènes naturels aux crises d'origine humaine, nos sociétés anciennes ont en leur manière et suivant les connaissances, les croyances et les moyens qui ont été les leurs, tenté avec des fortunes diverses d'y faire face.
Aucun sacrifice, rituel ou offrande n'était de trop pour solliciter la clémence, encore mieux la protection des esprits et des dieux. Et lorsque tout ceci se révélait inefficace, les conséquences souvent fatales étaient vécues comme le courroux des dieux ou d'esprits maléfiques. L'esprit humain étant à juste raison une formidable machine à donner du sens aux événements de la vie quotidienne, l'homme a besoin d'explications, de donner un contenu à tout ce qui vit de façon souvent dramatique et soudain. Des croyances anciennes, l'humanité fut un long périple de plusieurs millénaires d'évolution des consciences et de progrès scientifiques dans tous les domaines, particulièrement dans celui de la médecine. Ces progrès favorisèrent au XVIIIe et XIXe siècle la naissance de nombreuses sociétés missionnaires qui envahirent tous les continents. Elles furent concomitantes ou suivies des missions de conquête coloniale. Qu'elles soient à but religieux ou colonisateur, elles se sont souvent et à tort attribuées des objectifs humanitaires qui ne s'y retrouvaient ni dans la forme ni dans le fond. Cet amalgame servit la cause de ceux qui en étaient les auteurs en absence de principes clairement définis et d'un cadre formellement reconnu. L'action humanitaire telle que nous la connaissons aujourd'hui naquit au XIXe siècle avec l'avènement d'institutions comme le Comité international de la Croix-Rouge, des organisations non gouvernementales, de la codification et de la protection des services et de l'assistance humanitaire avec la naissance du droit international humanitaire, donnant ainsi à l'action humanitaire un caractère international et reconnu de tous. L'assistance médicale servit de tête de proue à l'action humanitaire. De la bataille de Solferino aux deux guerres mondiales, en passant par celle du Biafra, de la RDC, à celle contemporaine de la Syrie, du Yémen, du Sud-Soudan, du Nord-Nigeria, pour ne citer que quelques-unes, le médical a toujours été présent pour sauver des vies et soulager les souffrances. Les besoins médicaux se sont davantage accrus avec la survenue d'épidémies morbides associées aux conflits ou survenant indépendamment de ceux-ci. Si les conflits armés ont suscité l'élan de compassion et d'empathie, socle de l'esprit humanitaire pour en constituer son premier théâtre de mise en œuvre, les catastrophes naturelles représentent le deuxième théâtre de la réponse humanitaire, au point de devenir un second pilier dont l'importance et la fréquence ne font que croître avec le temps. Selon les statistiques 2013 du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, les catastrophes naturelles, avec 97 millions de victimes, ont affecté 2 fois plus de personnes que les conflits armés qui n'ont fait que 51 millions de personnes au cours de la même année. Toutes les prévisions et tendances indiquent qu'elles, c'est-à-dire les catastrophes naturelles, s'intensifieront dans les années à venir du fait de 1. Le réchauffement progressif de la planète, 2. De l'accroissement continu de la population mondiale, selon les prévisions du Fonds des Nations Unies pour la population. De 7 milliards d'habitants, la population mondiale passera à plus de 10 millions d'habitants à l'horizon 2050, dont un quart se trouvera sur le continent africain. Cette tendance se fait d'ores et déjà observer dans certains pays du Sahel comme le Niger, qui, avec le plus fort taux de croissance démographique au monde, 3,8%, voit sa population doubler tous les 20 ans. 3. À l'urbanisation anarchique des villes qui augmente l'exposition des populations aux aléas et fait croître les risques. 54% de la population mondiale habite dans les villes. Ce chiffre passera à 66 en 2050, selon toujours les prévisions des Nations Unies. Et enfin, 4. À l'absence de politiques et stratégies effectives de prévention et de gestion des risques de catastrophes. Le spectre des situations humanitaires se complète avec un troisième pilier génériquement qualifié de crise. Il est abusivement employé dans le monde humanitaire et il convient mieux aux crises alimentaires et ou nutritionnelles, mais est également utilisé dans d'autres contextes comme les migrations, les réfugiés, etc. Il tente à donner une ampleur anormale à un problème ou phénomène qui peut être relevé tout aussi du domaine du développement dans le but d'alerter, mobiliser à travers des actions concrètes qui peuvent être qualifiées d'humanitaires. Quelle que soit la nature des problèmes, qu'il s'agisse de conflits, d'épidémies, de catastrophes naturelles, humaines ou d'une crise quelconque, 4 facteurs principaux déterminent le déclenchement d'une action humanitaire. 1. La magnitude du problème. 2. Son impact connu ou potentiel. 3. Sa durée dans le temps. Et enfin, la capacité locale d'y faire face. L'action humanitaire est toujours synonyme d'action d'urgence.
L'humanitaire ressemble à une perpétuelle course contre la montre avec pour objectif de sauver le maximum de vies, de réduire les vulnérabilités et de restaurer la dignité. L'action humanitaire est aussi une action ponctuelle, bien limitée à l'échelle du temps, même si certaines situations ont tendance à devenir chroniques. Ce caractère urgent et ponctuel la différencie de l'aide au développement. 11 domaines d'activité composent le champ d'action de l'aide humanitaire à travers ces 3 phases principales qui sont la prévention, la réponse, le relèvement et la reconstruction. Lors de la gestion de situations de crise de grande ampleur, comme les catastrophes naturelles, la réponse humanitaire s'étale sur les 3 phases qui concernent l'ensemble des 11 domaines d'activité. En évoquant l'action humanitaire, il est difficile d'occulter le coût y associé. L'aide humanitaire coûte cher et de plus en plus cher. Le coût des appels humanitaires est passé de 3 à 17 milliards de dollars entre 2004 et 2014, soit une augmentation de 600% au cours de ces 10 dernières années. Investir dans la résilience des populations et des communautés s'offre à nous désormais comme une opportunité d'alléger le fardeau croissant des besoins humanitaires. L'action humanitaire et l'action de développement doivent être perçues comme un ensemble et un continuum. D'ailleurs, la séparation entre les 2 secteurs s'observe majoritairement parmi ceux qui fournissent l'aide, c'est-à-dire les ONG et les bailleurs, pas ceux qui la reçoivent, c'est-à-dire les bénéficiaires. Pour ces derniers, et à juste raison, les qualificatifs humanitaires ou développement n'ont que peu d'importance. De qui parlons-nous? Les acteurs humanitaires sont multiples et variés, au nombre desquels les États. Ils jouent un rôle central. En effet, c'est à chaque État qu'il incombe en premier lieu la responsabilité d'apporter secours et assistance aux populations victimes de situations d'urgence se produisant sur son territoire. Il lui appartient d'initier l'organisation, la coordination et la mise en œuvre de l'aide humanitaire. Il arrive souvent que certains problèmes humanitaires, de par leur magnitude ou durée, dépassent largement les capacités locales de réponse, obligeant les autorités concernées à lancer un appel à l'aide internationale pour assister les victimes et renforcer les capacités du pays hôte. Le pays concerné est invité, selon la résolution 45-182 de l'Assemblée générale des Nations unies, à faciliter l'accès aux victimes des situations d'urgence et la délivrance de l'aide humanitaire. Indistinctement de l'acteur humanitaire, cette assistance se doit d'obéir aux principes humanitaires cardinaux d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Les acteurs se doivent de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays hôte. Les bailleurs traditionnels, membres de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, en qualité de donateurs, constituent des partenaires humanitaires de première importance. Ils sont pourvoyeurs de plus de 80% des financements humanitaires. Ces niveaux de financement restent néanmoins largement inférieurs à la promesse des pays OCDE de consacrer 0,7% de leur revenu national brut à l'aide internationale. 10 à 15% des 158 milliards qui auraient pu être récoltés suffiraient à financer l'ensemble des appels humanitaires. De nouveaux bailleurs comme les pays non OCDE d'Amérique latine, des pays du Golfe et même d'Afrique contribuent depuis peu au financement de l'aide humanitaire. Les organisations continentales et régionales s'impliquent et assurent le leadership, la coordination et le financement de l'aide humanitaire. L'exemple d'African Risk Capacity de l'Union africaine à travers African Risk Capacity est édifiant à cet égard. Initié par l'Union africaine, il permet aux États membres de souscrire une assurance pour les populations à risque de catastrophes naturelles. Le Niger et la Mauritanie ont pu récemment bénéficier des indemnités payées par ARC en faveur des victimes de l'insécurité alimentaire. Les entreprises et compagnies privées sont des acteurs dont la sollicitation croît à mesure que les besoins augmentent dans un environnement de raréfaction des ressources. L'implication d'UPS et de DHL pour transporter l'aide humanitaire lors du tremblement de terre au Népal est un exemple de ce partenariat. Les diasporas constituent également d'importants contributeurs à l'effort d'aide humanitaire par la mobilisation de moyens financiers, matériels et humains. Pour une réponse rapide et efficace lors de certaines situations de catastrophes naturelles, des moyens militaires internes au pays ou externes sont des fois mobilisés, comme ce fut le cas en 2013
lors du super typhon Haiyan aux Philippines, ou en 2014-2015, durant l'épidémie de la maladie à virus Ebola au Libéria. Enfin, il me sera difficile de citer les acteurs humanitaires sans mentionner les communautés locales et les victimes elles-mêmes. Acteurs de première ligne, elles jouent un rôle fondamental à toutes les phases de l'aide humanitaire et dans tous les domaines. Enfin, action humanitaire, de quoi parlons-nous? En perspective, l'augmentation des besoins humanitaires se poursuivra. Les actions humanitaires seront de plus en plus confrontées aux catastrophes naturelles dominées par les accidents hydrométéorologiques. Les pays en voie de développement, notamment ceux d'Asie et d'Afrique, seront de plus en plus affectés du fait de leur exposition élevée aux aléas naturels et de leur faible capacité de résilience. Les mouvements de population du fait du changement climatique et la recherche d'opportunités économiques s'intensifieront des États fragiles, vulnérables, vers ceux moins exposés et plus résilients. Une prise de conscience et une plus grande implication des États s'observent au travers l'adoption du cadre d'action de Sendai, qui remplace désormais celui de Hyogo, et la mise en place de plateformes nationales de prévention et de gestion des catastrophes naturelles dans les pays en voie de développement. La multiplicité des intervenants dans le domaine humanitaire, avec l'avènement de nouveaux acteurs, constitue certes une opportunité, mais en même temps engendre des défis pour le respect de l'éthique, des principes humanitaires, mais également pour l'observance des standards et du professionnalisme des acteurs. Les moyens technologiques comme les drones, les images satellites, les téléphones portables seront de plus en plus utilisés lors des interventions humanitaires, comme c'est déjà le cas. Les médias sociaux offrent une possibilité sans pareille de communication lors des situations d'urgence. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, Twitter fut le média social le plus couramment utilisé durant les 13 catastrophes naturelles les plus importantes de ces dernières années. L'initiative du secrétaire général des Nations Unies d'organiser en mai 2016 à Istanbul le tout premier sommet mondial humanitaire confirme la très grande importance que revêt l'humanitaire pour les États membres des Nations Unies et en même temps fait germer l'espoir d'une action humanitaire plus efficace à l'avenir. Pour terminer, je dirais que l'aide humanitaire relève avant tout d'une obligation régalienne pour les États concernés, d'un devoir d'assistance pour la communauté internationale et d'une volonté philanthropique d'aider leurs semblables pour les organisations et acteurs humanitaires dont le combat pour préserver les vies, réduire les vulnérabilités et restaurer la dignité se fait hélas de plus en plus au détriment de leur propre sécurité et malheureusement souvent de leur vie. À tous ces martyrs de l'ombre et leurs compagnons, je dirais ceci. L'homme peut tout perdre et continuer de vivre, mais il s'arrêtera de vivre le jour où il perd espoir. Vous incarnez cet espoir pour ces millions de femmes et d'hommes à travers le monde. Je vous remercie.